Bonsoir à tous. Je tiens d'abord à remercier Mutam et puis l'Association France Alzheimer pour cette invitation. Et effectivement, dans la suite de la présentation du Dr Dress, je vais essayer de brosser un tableau de différents résultats. Merci. Qui sont issus des études scientifiques qui ont été réalisées auprès et grâce aux patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer. Parce qu'il s'agit bien d'une maladie, et ça c'est le premier point sur lequel je souhaiterais insister avec vous ce soir. Il y a une grande différence entre le vieillissement normal et la maladie d'Alzheimer. Dr Dress l'a dit, la maladie d'Alzheimer se caractérise généralement par des troubles de la mémoire. Ces troubles de la mémoire, ils concernent particulièrement la perte des souvenirs. Alors avec le vieillissement, on peut éprouver des difficultés à retrouver ces souvenirs, mais ces difficultés sont somme toute compensées par un effort accru pour récupérer les souvenirs, ou des indices, comme le contexte, qui vont nous permettre finalement de retrouver cette information. Alors si les patients souffrant de maladie d'Alzheimer ont ces difficultés, ils ont également un trouble authentique de la mémoire, c'est-à-dire qu'ils éprouvent de grandes difficultés à former de nouveaux souvenirs, et les souvenirs anciens sont également perdus progressivement. Il y a en cela une grande différence. Alors ça, c'est au plan du fonctionnement cognitif. Et puis au plan du fonctionnement cérébral, il y a aussi des grandes différences. Alors, comme ça vous a été dit, les patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer, dès le début de la maladie, on retrouve chez eux une atteinte structurelle d'une région qui est située au cœur du cortex temporal interne, c'est-à-dire à peu près là, qui s'appelle l'hippocampe. Et cette région, on la connaît depuis très longtemps parce qu'elle est impliquée dans le fonctionnement mnésique. Alors c'est tout à fait associé finalement avec les troubles comportementaux de ces patients. Comportementaux, j'entends là leurs troubles de mémoire. Donc ils ont ces difficultés, ils ont ces lésions de l'hippocampe, ça on peut les voir avec l'IRM. Et puis il y a d'autres techniques d'imagerie cérébrale qui nous permettent cette fois-ci de voir le fonctionnement du cerveau. On mesure en fait la consommation de sucre du cerveau, et cette mesure de la consommation de sucre, elle nous permet d'avoir une idée des régions cérébrales qui fonctionnent ou pas correctement. Et dans ce cas-là, quand on regarde le fonctionnement cérébral d'une personne qui souffre de maladie d'Alzheimer, dès les premiers stades de la maladie, on trouve par contre des dysfonctionnements de régions qui sont beaucoup plus postérieures, en arrière du cerveau, et notamment une région qu'on appelle le cortex singulaire postérieur. Alors je vous ai dit, dans le vieillissement, il y a des modifications de la mémoire, il y a aussi des modifications cérébrales. Ces modifications cérébrales, on peut les mesurer également avec l'IRM et avec la TEP. Elles sont d'un tout autre ordre. C'est principalement des régions frontales qui vont avoir tendance à être dysfonctionnelles avec le vieillissement. Alors ça ne nous empêche pas d'être autonomes, mais des fois on est un petit peu moins efficace pour faire certaines activités. Et de façon intéressante, quand on regarde à la fois l'anatomie et ou le fonctionnement du cerveau de personnes qui vieillissent bien, on s'aperçoit qu'au contraire, l'hippocampe est relativement préservé par le vieillissement normal, et c'est également le cas pour le fonctionnement du singulaire postérieur. On a en miroir, en fait, des dysfonctionnements dans la maladie d'Alzheimer, alors que ce sont des régions qui sont principalement préservées dans le vieillissement normal. Il y a une grande différence entre les deux situations. Alors, j'ai passé un peu vite sur la diapositive suivante. J'ai oublié de vous dire qu'effectivement, au début de la maladie d'Alzheimer, il est très difficile de faire la part des choses entre ces troubles de mémoire qui sont relativement fins, et puis ce qui va se passer dans le vieillissement normal, qui va être plus ou moins réussi, avec des personnes chez qui on va trouver des difficultés plus ou moins importantes de la mémoire. Comment faire la part des choses entre les deux? Ça, c'est relativement difficile, et ça a conduit à développer une classification, c'est pas un très joli terme, mais c'est le cas quand même, avec des personnes dont on considère qu'elles souffrent d'un trouble cognitif léger. C'est-à-dire que ces personnes viennent, se plaignent d'un trouble, notamment d'un trouble de la mémoire. On teste leur mémoire à l'hôpital, les neuropsychologues peuvent tester leur mémoire, et ils trouvent que, effectivement, la plainte de ces personnes semble correspondre à un dysfonctionnement de la mémoire, mais qui n'est pas suffisamment important, et surtout qui est isolé, et donc qui ne permet pas, en fait, de poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer. C'est important parce que ce n'est pas forcément une maladie d'Alzheimer. Il se peut très bien que ce soit quelqu'un qui, en vieillissant, ait une mémoire qui fonctionne un peu moins bien que ce qu'elle devrait être. Il s'avère quand même que ces personnes, parmi ces personnes, un certain nombre se trouvent à des stades précoces de la maladie. Et il est important de pouvoir suivre ces personnes pour que si jamais en fait ces difficultés s'accentuent, on puisse très précocement poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Alors les études réalisées auprès de ces personnes qui vont développer une maladie d'Alzheimer ont permis de mieux connaître la dynamique temporelle des anomalies dont je vous ai parlé. On retrouve sur les schémas qui est derrière moi plusieurs régions qui sont mentionnées. Vous avez l'atrophie de l'hippocampe, c'est cette région en rouge. Je vous ai parlé aussi du cortex singulaire postérieur, qui est une région qui va devenir dysfonctionnelle. Puis il y a d'autres régions.
En fait, les travaux réalisés, notamment par Nicolas Villain, dans l'unité INSERM dans laquelle je travaille, ont permis de montrer que cette atrophie précoce de l'hippocampe, elle va avoir des répercussions sur une région de substances blanches qui conduit les informations entre différentes régions cérébrales, qu'on appelle le cingulum. Et cette atteinte sur le cingulum, elle va avoir des répercussions sur le métabolisme justement du cortex postérieur, mais également sur le métabolisme de régions plus frontales. Et puis on retrouve également le même mécanisme par le biais d'un autre faisceau, qu'on appelle le faisceau inciné, qui va avoir des répercussions sur le métabolisme d'une autre région qu'on appelle l'aire subgéniale. On voit sur ce schéma finalement que les atteintes des patients au niveau cérébral s'inscrivent dans un réseau qui va se retrouver à dysfonctionner, avec une dynamique très particulière. Alors il y a un certain nombre d'études qui ont également été menées en fait chez des personnes qu'on a suivies, des personnes en bonne santé. L'exemple que j'ai pris ici, c'est l'exemple d'une étude américaine qui a été réalisée chez des bonnes sœurs, chez des religieuses. Alors c'est un intérêt, au-delà de l'amusement, c'est un intérêt très particulier parce que ce sont en fait c'est un groupe de personnes qui a un style de vie extrêmement homogène, ce qui fait que ça limite beaucoup de variabilité. Donc ces personnes ont accepté de participer à l'étude qui a commencé dans les années 80. Donc il s'agit de 678 sœurs américaines, je vous disais, donc qui sont suivies régulièrement et qui se prêtent à un certain nombre d'exercices pour vérifier leur fonctionnement cognitif. Et puis elles ont également accepté un certain nombre d'examens d'imagerie cérébrale et un certain nombre ont accepté de donner après leur mort leur cerveau en fait pour qu'il puisse être étudié. Un des points extrêmement intéressants qui a émergé en fait de ces études, c'est ce que vous voyez sur le graphique, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, on connaît bien aujourd'hui la progression de la maladie d'Alzheimer. Alors sur le schéma précédent, je vous ai parlé de la progression au premier stade de la maladie, mais malheureusement, avec l'avancée de la maladie, ce n'est pas seulement ces régions qui vont être touchées, mais c'est l'ensemble du cerveau qui va se retrouver atteint par ces lésions. Et on peut distinguer en fait différents stades qui portent le nom de l'auteur qui les a distingués, ce sont les stades de Braak, et on distingue des stades en fonction du fait que les lésions atteignent uniquement l'hippocampe et les régions hippocampiques ou ont colonisé tout le cerveau. Donc dans les stades les plus avancés, les lésions vont avoir colonisé tout le cerveau. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez sur le graphique alors, le pourcentage de personnes qui conservent une autonomie à leur mort. Ces personnes qui sont décédées, mais jusqu'à leur mort, ces personnes ont conservé une autonomie, une parfaite autonomie, c'est-à-dire un fonctionnement cognitif efficient qui leur permettait d'agir dans la vie de tous les jours. Donc on voit un phénomène intéressant, c'est que quand on distingue deux sous-groupes, les personnes qui ont bénéficié d'un bon niveau d'études et celles qui ont bénéficié d'un moins bon niveau d'études, on voit qu'à leur décès, les personnes qui ont bénéficié d'un haut niveau d'études, il y en a encore au moins 30% qui sont parfaitement autonomes à leur décès, sans aucune difficulté, alors que chez les personnes qui ont bénéficié d'un moindre niveau d'études, cette proportion n'est qu'autour de 10 à 15%. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Et le deuxième point intéressant que vous voyez, c'est que chez les personnes qui ont bénéficié d'un haut niveau d'études, même celles qui présentent une maladie d'Alzheimer plus évoluée, parmi celles-là, c'est-à-dire qui ont des stades de Braak plus avancés, les stades 4 à 6, ils sont encore plus autonomes que les personnes qui ont une maladie moins avancée et parmi ceux qui bénéficient d'un faible niveau d'études. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que suggèrent ces résultats, c'est que les lésions consécutives à la maladie d'Alzheimer progressent et affectent différentes régions cérébrales, mais l'expression des symptômes va différer en fonction des gens, pas forcément dans leur nature dans ce cas-là, mais dans leur évolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir énormément de lésions au niveau de leur cerveau et qui pourtant vont garder plus d'autonomie, et il semble que ce phénomène soit lié en partie au niveau d'études des gens. Alors ça a conduit les auteurs à développer un concept qui est celui appelé de réserve cognitive. Alors la réserve cognitive, c'est l'idée qu'on aurait une capacité plus ou moins importante à réagir, ou notre cerveau aurait une capacité plus ou moins importante à compenser l'effet de lésions cérébrales. Ça veut dire qu'il adapterait des mécanismes physiologiques ou qu'on adapterait des stratégies cognitives qui permettraient de rester efficace malgré la présence de ces lésions. Et cette réserve cognitive, elle serait principalement conditionnée par notre niveau d'éducation, mais également par les activités stimulantes qu'on va avoir tout au long de notre vie. Et ça, c'est un phénomène important. C'est-à-dire qu'il faut non seulement pouvoir avoir bénéficié d'un bon niveau d'éducation, mais continuer au cours de sa vie à stimuler en fait ses fonctions mentales.
Alors cette stimulation, elle ne passe pas forcément par des exercices un petit peu rébarbatifs ou à l'apprentissage du dictionnaire ou faire la dictée de pivot tous les ans. Elle passe également par un certain nombre de stimulations, comme des stimulations sociales, aller à la rencontre des autres, avoir des échanges sociaux riches, parler d'un film qu'on a vu au cinéma ou de ce qu'on a pu voir à la télévision. Alors ce concept de réserve cognitive, il a été développé notamment par un auteur qui s'appelle Jacob Stern. Il permet également d'expliquer la variabilité dans l'évolution des symptômes des malades. Alors si vous regardez le graphique qui est derrière moi, vous voyez sur un des axes les habiletés cognitives, et puis je l'ai représenté avec vers le bas des habiletés cognitives qui diminuent. Et sur l'autre axe, c'est la progression des lésions dans le cerveau, c'est la progression du processus physiopathologique, avec des lésions qui vont augmenter. Donc si je prends la courbe rouge, vous avez une personne lambda. Cette personne, au cours de sa vie, pourrait développer une maladie d'Alzheimer qui, au début, va avoir des conséquences sur son cerveau, c'est-à-dire qu'il va y avoir des lésions qui vont apparaître dans le cerveau, et ces lésions, elles peuvent apparaître plusieurs dizaines d'années avant l'expression des symptômes chez une personne. Donc ces lésions progressent dans le cerveau sans pour autant que le fonctionnement cognitif de la personne et ses habiletés dans la vie de tous les jours soient compromises. Il va se passer un moment tout de même où il va y avoir, c'est le point d'inflexion que vous avez sur la courbe, il y a une aggravation des symptômes, et là, c'est l'apparition des premiers signes cliniques. C'est ce dont la famille va pouvoir commencer à se rendre compte. Ces oublis dont parlait le docteur Dress tout à l'heure, des habiletés qui vont être un petit peu moins efficaces. Pour autant, comme je vous le disais aussi, c'est pas pour ça qu'on arrive à faire la différence à ce stade-là entre une maladie d'Alzheimer et des gens qui vieilliraient un petit peu moins bien. Il faut que les symptômes soient un peu plus importants, et c'est ce que j'ai symbolisé par le trait orange. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les symptômes sont suffisamment patents pour qu'on puisse établir le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Dans la courbe bleue, c'est le cas d'une personne qui a pu bénéficier de plus de stimulation au cours de sa vie. Donc vous voyez que ces habiletés cognitives sont peut-être un petit peu supérieures au moment où la maladie n'est pas encore apparue. Et ce qui va se passer, c'est que chez cette personne, alors que le processus physiopathologique va être le même, c'est-à-dire que les lésions vont être tout aussi importantes, son efficience cognitive et donc son autonomie dans la vie de tous les jours va rester plus importante plus longtemps. C'est-à-dire qu'il y aura plus de lésions dans le cerveau, et pour autant la personne fonctionnera toujours mieux. Mais il y a malheureusement un contre-coup à cela, c'est qu'à un moment donné, le cerveau et le fonctionnement cognitif va se retrouver dépassé, et quand les premiers signes vont apparaître, ceux-ci vont évoluer beaucoup plus rapidement. Donc c'est deux profils assez différents finalement. On a des personnes qui vont avoir une maladie qui va évoluer plus précocement, ou qui va s'exprimer surtout plus précocement au niveau des symptômes, mais dont les symptômes vont diminuer, dont les troubles vont s'accentuer, les habiletés vont diminuer en fait plus lentement, et des personnes qui vont réussir à endiguer l'effet des lésions cérébrales, mais par contre à un moment donné, le système n'arrivera plus à fonctionner, et là on a une chute drastique des performances. Un autre point important qui a été évoqué par le docteur Dress, je m'aperçois que j'ai voulu gagner du temps, j'ai été très rapide en fait, c'est qu'il y a des profils cliniques qui sont atypiques. Et ça, on s'en est aperçu ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a décrit très fidèlement et très précisément la maladie d'Alzheimer typique, c'est-à-dire celle qui commence par ces troubles de la mémoire, et celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qui commence par des atteintes de la région hippocampique, avec des lésions qui vont progresser au fur et à mesure dans le cerveau pour atteindre au fur et à mesure l'ensemble du cortex cérébral. Et puis il y a des présentations de cas patients atypiques, de cas avec des présentations atypiques de maladies, qu'au début on a pris pour autre chose que la maladie d'Alzheimer. Mais nos connaissances sur la physiopathologie de cette maladie, et le fait que certaines de ces personnes, après leur décès, en fait, avaient confié leur cerveau pour qu'il puisse être analysé, ont montré qu'ils souffraient bien d'une maladie d'Alzheimer. Et puis, le docteur Dress en a parlé tout à l'heure, on a aujourd'hui un certain nombre de marqueurs qui sont employés dans le cadre de la recherche, principalement, qui nous permettent d'attester que dans le cerveau, on doit trouver des lésions typiques de maladie d'Alzheimer. Donc on avait des personnes qui, au plan de la biologie en fait, souffraient bien d'une maladie d'Alzheimer, mais qui avaient un comportement qui n'était pas celui caractéristique des malades d'Alzheimer. Et ces comportements, on en a décrit trois principalement. Le premier concerne plutôt une atteinte du langage, avec des patients qui vont avoir ce manque du mot, c'est-à-dire que dans la discussion, ils vont avoir des difficultés à trouver leurs mots, le mot juste, employer des mots pour des autres, ces troubles de langage s'aggravant. Et puis avec l'évolution de ces troubles, on va aussi trouver des troubles de mémoire, mais ils vont apparaître dans un deuxième temps.
Ce qui est un peu paradoxal, enfin ce qui n'est pas habituel par rapport à la maladie d'Alzheimer typique. On a une autre forme en fait, qui va se caractériser cette fois-ci par une atteinte visio-spatiale ou des processus, des habiletés visio-spatiales. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont développer une maladresse avec les objets. On est tous un peu maladroits, je suis le premier maladroit. C'est des gens qui vont commencer à faire tomber des choses ou, comme l'exemple a été pris tout à l'heure, qui vont commencer à avoir des difficultés pour la lecture ou qui vont avoir des difficultés également pour la reconnaissance des visages. Alors, c'est autre chose que d'oublier qui est la personne, mais quand on fait l'examen neuropsychologique approfondi, on peut faire la différence entre des gens qui vont avoir des difficultés à reconnaître et à identifier correctement les différents éléments d'un visage, et donc pouvoir mettre un nom sur une personne, et des gens qui vont avoir oublié qui sont ces personnes. Mais comme je vous le disais, avec l'évolution, ces patients vont également dans un deuxième temps présenter des troubles de mémoire qu'on trouve habituellement dans la maladie d'Alzheimer. Et puis il y a une autre atteinte qui a été décrite plus récemment, qui sont des patients qui vont présenter cette fois-ci des troubles frontaux, enfin des troubles dits frontaux, c'est-à-dire des troubles qui affectent notre capacité à résoudre des problèmes complexes, principalement. Alors, c'est un point important parce que ces patients, ils ont longtemps été, ils peuvent encore facilement être pris, et c'est le cas de la patiente dont je vais vous parler là, ils peuvent être pris en fait pour une autre maladie qui est la dégénérescence, qui est une forme de dégénérescence lobaire frontotemporale qu'on appelle la démence frontotemporale. C'est une maladie qui va affecter principalement le comportement social des gens. C'est des gens qui vont avoir des difficultés à avoir un comportement social adapté. Ils vont avoir des mots un peu inappropriés, parfois même des réflexions un peu inappropriées, ou voire même des sourires maladroits. Et puis avec l'évolution de la maladie, ça va empirer et ils vont avoir de plus en plus de difficultés à gérer ces relations sociales. Donc je vous dis, ces patients, en fait, on a un certain nombre d'épreuves pour tester les habiletés chez ces patients. Alors je vous en illustre une, c'est les petits dessins que vous avez à l'écran. Ce sont des petites histoires qu'on raconte aux gens. C'est une histoire relativement simple de deux personnes qui se donnent rendez-vous. Puis parmi ces deux personnes, la femme a tendance à être en retard. C'est comme ça, c'est un peu caricatural, mais c'est comme ça. Donc son compagnon lui dit, surtout ce soir, s'il te plaît, ne sois pas en retard. Ils se quittent, et dans l'après-midi, la jeune femme a un accident de voiture. Ça devient vraiment caricatural pour le coup, je suis navré. Donc elle a un accident de voiture, son compagnon n'est pas au courant, et le soir, il l'attend patiemment. Patiemment, jusqu'à ce qu'il commence à s'impatienter un petit peu. Et là, en fait, ce qu'on demande aux gens, c'est d'après vous, que pense, il s'appelle Sébastien le garçon dans l'histoire, que pense Sébastien ? Alors, si les gens ne répondent pas spontanément, on peut leur proposer des choix. Est-ce qu'ils pensent que Linda a eu un accident de voiture ou est-ce qu'ils pensent que Linda est en retard comme d'habitude ? Mais quand on a des difficultés à comprendre les interactions sociales et à gérer les interactions sociales, on peut avoir également des difficultés à se représenter les états mentaux des autres. Et c'est le cas de ces patients qui vont avoir tendance à dire moi je sais qu'elle a eu un accident de voiture, je pense que lui il le sait aussi, quoi, ce qui n'est pas le cas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a décrit justement ces patients, et si je reprends mes petits schémas, alors je ne vais pas vous montrer pour ne pas me retourner, mais ce qu'on voit en fait chez ces patients, c'est, on retrouve sur le schéma de droite, le profil de lésions cérébrales dont je vous ai parlé. Alors nos techniques d'analyse font qu'on représente en couleur l'emplacement des lésions cérébrales. Donc vous avez des cerveaux, et au milieu, en jaune, vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec les lésions typiques de maladie d'Alzheimer, au niveau du cortex singulaire postérieur. Et puis en rouge, en dessous, vous avez le profil typique de ces patients qui souffrent de démence frontotemporale, avec une atteinte des régions plutôt frontales. Et ce qu'on a décrit chez ces patients avec la variante frontale de la maladie d'Alzheimer, c'est des atteintes à la fois typiques de maladie d'Alzheimer des régions postérieures, mais également des régions frontales. C'est ce que vous avez sur la carte au milieu, en rose là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va présenter les deux types de lésions, et forcément, enfin les deux topographies de lésions, et forcément, en fait, ces compétences cognitives vont être impactées par ces lésions également frontales. Alors, ces différents éléments rendent plus difficile, effectivement, le diagnostic de maladie d'Alzheimer, et en particulier dans ces cas atypiques. Alors, il y a un point sur lequel je voulais insister aussi aujourd'hui, c'est la question, et c'est une question qui nous préoccupe beaucoup dans le laboratoire, c'est la question, en fait, de l'identité et de la préservation de l'identité chez des personnes qui vont développer un trouble de la mémoire. Parce que quand on perd notre mémoire, l'idée, c'est qu'on va perdre notre identité. Et malheureusement, à terme, il y aura sans doute des répercussions sur l'identité. Alors pour commencer à l'illustrer, j'ai pris le travail d'un peintre américain, que vous avez peut-être déjà vu, qui en fait avait des compétences en peinture tout à fait notables. Hein. On voit son autoportrait en 1967. Et puis qui va développer, ou chez qui on va diagnostiquer une maladie d'Alzheimer dans les années 90, en 1995.
Pour autant, chez cette personne, on va continuer à stimuler son goût pour la peinture et on va continuer à l'encourager à peindre. Et il va peindre jusque dans les années 2000, c'est une de ses dernières productions, et malheureusement, il décédera plus tard. Alors ce qu'on voit en fait sur ces productions, ce que je trouve intéressant et les points que je voulais voir avec vous, c'est le fait que d'abord il y a des compétences préservées, c'est-à-dire que effectivement en fait les troubles cognitifs de cette personne vont le conduire à avoir une assurance beaucoup moins nette sur le trait de ses dessins. On voit sur la production dans les années 97 qu'il a du mal à placer les yeux sur le visage. Donc il y a un certain nombre de troubles cognitifs, notamment visuels en fait, visio-constructifs, qui vont entacher ces productions. Pour autant, on arrive très bien à voir l'expression de l'émotion et l'émotion qu'il cherche à faire transparaître dans sa peinture et ses états d'âme. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important qu'il ne faut pas négliger, c'est que malgré des troubles de mémoire et des troubles cognitifs qui peuvent être extrêmement importants, les personnes continuent à ressentir des émotions et cherchent à exprimer ces émotions. Alors, la question de l'identité, finalement, il y a assez peu d'études qui s'y sont intéressées. Un travail avait consisté notamment à présenter à une patiente qui souffrait d'une maladie d'Alzheimer à un stade avancé un certain nombre de photographies en lui demandant si elle reconnaissait ces personnes. Et de façon intéressante, au milieu de ces photographies, il y avait des photographies d'elle-même. Il y avait des photographies d'elle-même, mais ce n'était pas n'importe quelle photographie d'elle-même, c'était des photographies d'elle-même à différentes époques de sa vie, depuis les années 20, ce que vous avez à gauche, jusqu'aux années 80, à l'époque où cette patiente participe à cette étude. Et ce qu'ont observé les auteurs, c'est que cette patiente, elle arrive assez facilement à se reconnaître sur des photographies d'elle jeune, malgré des troubles cognitifs avancés, alors que c'est beaucoup plus difficile sur les photographies d'elle à l'époque, ou voire même à l'âge de 60 ans. Alors, une des conclusions de cette étude a été d'envisager que progressivement, l'identité des personnes allait être entachée par ces troubles de mémoire et que progressivement, cette identité allait s'effacer. Alors c'est un résultat qui n'est pas complètement faux, mais c'est assez mal connaître la subtilité de notre identité qui ne se réduit pas seulement au fait d'être capable de se reconnaître dans un miroir. Surtout que, je ne sais pas vous, mais finalement, notre visage, c'est une des parties de notre corps qu'on connaît, c'est une partie du corps qu'on voit, c'est assez marrant parce que c'est une partie du corps qu'on ne voit jamais, contrairement aux mains. C'est pourtant une partie du corps qu'on connaît très bien, mais on connaît quand même beaucoup moins bien son visage en général que celui de son conjoint. Il y a d'autres éléments importants de l'identité. Dans une étude qu'on a réalisée avec des patients qui présentent pourtant une maladie d'Alzheimer à un stade très avancé, on leur a proposé de répondre à des questionnaires sur leur identité. Alors, il y avait deux sortes de questionnaires. Il y avait une première question qui était toute simple, c'était quel âge avez-vous? Et puis il y avait des questionnaires où en fait on leur demandait de juger d'un trait de caractère. La famille est un élément important pour moi. Et les gens jugeaient sur une échelle de c'est pas du tout important, ou ça me représente pas du tout, jusqu'à ça me représente complètement. Donc on leur a demandé de faire ça 2 fois, à 15 jours d'intervalle. On leur a demandé une première fois, puis on est revenu 15 jours après. Et alors ce qui était assez attendu, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que 15 jours après, les personnes ne se rappelaient pas avoir rempli ce questionnaire, et la plupart du temps, même, ils ne se rappelaient même pas avoir rencontré la personne qui leur avait fait remplir ce questionnaire. Pour autant, les réponses des personnes aux 2 temps sont quasiment identiques. C'est-à-dire que si vous regardez mon graphique, là, en vert, vous avez les réponses parfaitement identiques. En vert clair, ce sont des réponses similaires, c'est-à-dire que les gens ont apporté simplement une petite nuance. Vous avez 80% des réponses qui sont parfaitement identiques. Ils ne se rappellent pas avoir rempli ce questionnaire sur l'identité. Par contre, ils expriment exactement la même représentation d'eux-mêmes. Et on a proposé également ce questionnaire à des personnes qui vivaient également dans l'institution, mais qui, eux, n'avaient pas de troubles cognitifs, qui vivaient dans une autre partie de l'institution. Et on a, c'est stupéfiant d'ailleurs, on a exactement le même profil de résultat, c'est-à-dire que les gens, dans 80%, redonnent les mêmes réponses, mais il y a quand même un petit peu de différence. Donc ça, c'est un point intéressant. Ça veut dire que certes, l'identité des patients n'est plus mise à jour, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas forcément en compte le fait qu'ils ont développé cette maladie. Alors au premier stade de la maladie, c'est pas vrai. C'est-à-dire que les patients sont très conscients des troubles qu'ils développent. Mais avec l'avancée de la maladie, ils vont omettre le fait qu'ils ont développé une maladie. Ils peuvent même omettre tout un pan de leur vie qui fait qu'ils se retrouvent dans une institution où ils ne pensent pas être et ils pensent habiter toujours chez eux. Pour autant, les représentations d'eux-mêmes qu'ils expriment semblent être stables dans le temps. Alors elles correspondent peut-être pas tout à fait aux représentations d'eux-mêmes qu'ils avaient avant, mais en tout cas, cette identité reste stable. Et ça, c'est un point extrêmement important. Alors il y a quand même quelques petites subtilités en fait, qui nous ont vraiment intéressés, je prends 2 minutes pour les développer. Il y a le fait que les personnes avaient somme toute une identité
beaucoup plus stéréotypés que les sujets en bonne santé. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance à répéter les choses finalement encore plus de façon identique qu'avant. Ils apportaient moins de nuances dans leur identité. Puis il y avait un autre point intéressant, c'est qu'ils exprimaient aussi une représentation d'eux-mêmes beaucoup plus positive qu'expriment les personnes qui vivaient dans l'institution. Alors ça, on peut le comprendre assez facilement parce que finalement, les personnes qui vieillissent bien, en fait, se rendent compte d'un certain nombre de difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Ça peut être des difficultés motrices, mais ça peut être aussi des fois des difficultés à réaliser certaines activités. Et les malades, en fait, qui ne sont plus conscients de leurs difficultés, ben, en fait, ça a plutôt un effet positif sur la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Un dernier point important qui a été souligné par le Dr Dress et qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que depuis plusieurs années, on a proposé à des patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer, même à un stade avancé, de participer à des ateliers de chant. Et à la surprise des soignants dans un premier temps, les patients étaient capables d'apprendre de nouvelles chansons. Ils étaient même capables d'apprendre des chansons qu'ils n'avaient jamais entendues de leur vie. C'est-à-dire que ce n'est pas en fait des informations qu'ils arrivent à récupérer, ils étaient capables de ces nouveaux apprentissages. Alors certes, ils ne se souviennent pas toujours avoir participé aux séances, ce qui est un point extrêmement important, mais pour autant, ils sont capables d'apprendre la chanson. Alors, ça pourrait être anecdotique comme ça, c'est un point extrêmement important sur leur morale, parce que finalement, participer à cette activité sociale, qui se retrouve être une activité plutôt intéressante, hein, quand on est dans une institution, rencontrer d'autres personnes, participer avec eux à ces ateliers de chant, qui sont souvent prétexte à des échanges qui sont assez chaleureux. Ça agit sur le moral des personnes, et ça c'est un point important. Mais ça a montré aussi que les personnes étaient donc capables d'apprendre ces nouvelles informations. Alors ils n'ont pas une mémoire consciente d'avoir appris ces informations-là, mais sur le graphique que vous voyez, si on teste la familiarité qu'ils ont par rapport aux chansons qui leur ont été présentées, le premier jour c'est la première fois qu'on leur teste, cette chanson n'est absolument pas familière pour eux. Parfois ils trouvent que ça ressemble à une autre chanson qu'ils ont déjà vue. Et avec le temps, ce sentiment de familiarité s'améliore. Ça veut dire que chez ces personnes, il s'inscrit quand même quelque chose dans leur mémoire des événements qu'ils ont vécus. Ils continuent à s'inscrire des choses dans la mémoire. Ils n'arrivent pas à récupérer des fois consciemment l'événement vécu ou comment s'est passé cet événement, mais ce n'est pas pour autant que cet événement ne marque pas leur mémoire et ne marque pas leur vie. Alors sur le graphique, vous voyez aussi que ça a été fait avec des travaux sur des réalisation de peinture, c'est un petit peu la même chose, ou alors de l'exposition en fait de tableaux à des patients. On leur montre des tableaux une première fois, ils aiment ou ils n'aiment pas, ça les intéresse ou pas. Mais le sentiment de familiarité s'améliore avec la présentation des tableaux, montrant ainsi que chez ces patients, il subsiste en fait des capacités de mémoire qui ne sont pas les mêmes que dans le vieillissement normal, mais il subsiste des capacités de mémoire sur lesquelles on peut toujours s'appuyer. Pour finir, je voulais remercier l'ensemble des membres de l'unité INSERM dans laquelle je travaille, qui est dirigée par le professeur Francis Eustache et le docteur Béatrice Desgranges. C'est une grande unité, comme vous voyez, on est assez nombreux. On travaille à Caen. Et puis, je vous ai mis quelques ouvrages, au cas où vous auriez des questions, des ouvrages qui répondent à un certain nombre de points sur la maladie d'Alzheimer, et puis plus généralement sur la mémoire et les liens importants entre la mémoire et les émotions. Je vous remercie de votre attention. Merci, Michael Lenné.